je suis très heureuse de vous retrouver sur France 4. Ce soir, nous partons à la découverte d'un empire, une marque leader de son marché, un royaume dont seul l'enfant est roi. Lego, l'histoire d'une saga familiale danoise qui, depuis sa création en 1932, n'a eu de cesse de se réinventer pour continuer à faire rêver les plus petits et même les plus grands. Avec ses 120 millions de briques fabriquées chaque jour dans le monde et sa stratégie marketing qui s'étudie jusque dans nos écoles, Lego poursuit son ascension dans la chambre des enfants, le garage des parents et même sur petit et grand écran. Alors, tout de suite, nous partons direction le monde secret de Lego avec ce documentaire signé Vincent Dupuis et Benoît Marsollier. Et puis tout de suite après, on se trouve ici dans cette galerie parisienne consacrée à l'univers du jouet avec un collectionneur passionné de la petite brique danoise. Paris, quartier des Halles. À l'instar de Playmobil, Capla, Mattel ou Hasbro, cette marque fait rêver petits et grands. D'ici quelques minutes, cette véritable caverne d'Ali Baba va ouvrir ses portes. Donc, vous avez tout le monde les positions, vous savez qu'est-ce que vous faites. C'est bon? Oui. OK. On a des enfants qui viennent juste parce que vous êtes Messieurs Lego. Donc, n'oubliez pas ça. La fierté de porter cet uniforme, c'est assez important. Donc, on va ouvrir les magasins. Ça vous va? Parfait. Bien. Bienvenue chez Lego, le numéro 1 mondial du marché du jouet. Près de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On peut construire des choses? Oui, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Ouais, bravo. Oh bah alors ça! Mais je trouve tout ça plus drôle. Allez, mets-le là. Yeah. T'as beaucoup de cubes. Depuis 85 ans, ces petites briques font la fortune et la réputation de la marque. Et le succès ne se dément pas. Moi, je vais voir toute la base, toute la ville. Quand on vient dans ce magasin, c'est pour repartir les mains chargées. Mais d'où vient vraiment cette petite brique de plastique? Qui en a eu l'idée? Nous allons vous raconter l'histoire de cette entreprise danoise emblématique, classée en 2015 la marque la plus puissante du monde. Vous allez voir comment sont élaborés leurs jouets, comment ils sont fabriqués, qui sont ceux qui y jouent ou qui les utilisent à des fins plus surprenantes. Et surtout, vous allez comprendre comment Lego, qui en 2003 était au bord de la faillite, a réussi en à peine 15 ans à revenir sur le devant de la scène et à régner en maître sur le marché du jouet. Voici la grande histoire de la petite brique, le monde secret de Lego. En plein cœur de Paris, dans la très officielle mairie de la capitale, se tenait durant plusieurs semaines une drôle d'exposition. Les bâtiments emblématiques de la ville reproduits en petites briques. Ça, c'est le Panthéon à Palangarde. Tour Eiffel, Musée du Louvre, Arc de Triomphe, aucun n'a été oublié. L'occasion également de permettre aux enfants de participer à un atelier de construction pour imaginer la ville du futur. S'il y a des personnes qui avaient réservé pour l'atelier de 14h, eh bien ça va commencer maintenant. Les enfants vont devenir des architectes en herbe et rêver les constructions de demain. Celles de leur ville en 2250. Ce qu'on vise, les enfants, c'est la ville du futur que vous allez construire. Et est-ce que pour construire la ville du futur, les enfants, vous avez besoin de vos parents? Et voilà, on est bien d'accord. Donc, laissez-leur un maximum d'imagination et vous verrez, ils feront des choses formidables et peut-être même plus formidables que si vous les aviez aidés. Du coup, je vous laisse rentrer. Les enfants, vous passez tous voir Audrey pour avoir votre petite plaque. Et puis, on y va. Vous avez tout ce que vous voulez? Ouais, vous avez bien mis les mains au fond du bac pour retrouver. Toi, tu as tout ce que tu cherches aussi? Ouais? Bon, super. L'objectif de cet atelier, par rapport aux enfants, c'est de leur mettre des briques dans les mains et de les laisser un maximum développer leur imaginaire. L'idée étant que les parents ne sont pas autour des bacs de briques pour influencer et dire, par exemple, le gros classique, c'est « ta maison, elle n'a pas de toit, ça va prendre l'eau, mon chéri ». Ce qui peut, du coup, casser un petit peu aussi parfois l'imaginaire des enfants. Là aussi, il y a un chemin.
Moi, il en a plein. Moi, j'en ai plein. Est-ce que tu connais l'histoire des 3 petits cochons? Oui. Le loup venait souffler sur la maison. La maison était en paille d'abord, puis après en terre, puis après en pierre. Et voilà, ta maison, pour l'instant, si je viens souffler dessus, peut-être qu'elle va s'écrouler, tu vois, parce que tes briques, elles sont toutes installées sur le même étage. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu fais quelque chose, par exemple, comme hop, ça, là, de temps en temps, croiser les briques, tu vois, et ben ça va ajouter de la solidité à ta maison, surtout aux angles, par exemple. Voilà. Ça y est, je crois que tu as compris. Excellent, excellent. Bon, allez, je vous laisse construire. À tout à l'heure, je vois bien. À travers Lego, on apprend et on joue. Et les deux notions sont vraiment liées. Souvent, ce que vont me dire les parents, c'est que sur la motricité fine, ça a beaucoup apporté à un enfant. Le fait de devoir insérer deux briques, l'une et l'autre, de construire quelque chose de solide, ça c'est quelque chose que les parents apprécient, que les enfants aient acquis via le Lego. De la créativité, de la précision dans les gestes des enfants. Et si en plus, cet atelier suscitait quelques vocations? C'est un de mes loisirs préférés, les Lego. Quand je serai grande, je voudrais être architecte. Et ça m'aide un peu à commencer à construire des maisons. Et des jardins, voilà, des choses en fait. Que j'aimerais bien un jour faire la tour Eiffel ou la pyramide ou des parcs. Les amis, il vous reste 10 minutes pour finir et après il faudra aller les installer sur la table. D'accord? L'atelier touche à sa fin. Les œuvres des enfants vont ensuite être exposées. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ce que tu as fait dans ta construction? Un musée. Un musée, d'accord. Et c'est le musée de quoi? Des bateaux. Le musée du bateau, ok. Clairement, l'exposition qu'on a à côté impacte vraiment sur les ateliers. Voilà, le fait de connaître ces monuments comme des monuments historiques de Paris et de les voir fabriqués en Lego, je dirais entre guillemets, dévergonde les enfants. C'est-à-dire les autorise à se dire, mais ouais, je peux vraiment construire ce que je veux avec du Lego, tout ce que je veux. En fait, c'est la force du cheval. Ouais. Qui, en fait, après, dans l'air, il y a l'électricité qui passe et ça reproduit la télé. D'accord, excellent. Les Lego, un jouet qui assurément développe l'imagination. Et ça fait 85 ans que ça dure. Une saga qui prend sa source dans le sud du Danemark, à Billund. Charmante bourgade de seulement 26 000 habitants. Nous sommes alors en 1932 et Holger Christensen, menuisier de profession, a l'idée de lancer une collection de jouets en bois. Il baptise sa petite entreprise Lego, ce qui veut dire « joue bien » en danois. Et c'est dans sa maison que se trouve aujourd'hui le musée qui retrace l'épopée de la marque. Ici, c'est le musée de la firme, installé dans la maison même du fondateur. Nous sommes précisément dans le département consacré aux origines de Lego, chez le fondateur. Et les jouets que vous voyez là, ce sont les tout premiers avec lesquels il a démarré cette fantastique entreprise. Holger Christensen développe sa petite entreprise. Rien de faramineux, mais rien de catastrophique non plus, jusqu'au milieu des années 40. Le Danemark va alors traverser une grave pénurie de bois. Pour Ole, il faut donc se tourner vers une nouvelle matière. Ces prototypes correspondent à l'époque où il a expérimenté la matière plastique. Dès la fin des années 40, l'entreprise a accru sa production de jouets en plastique tout en poursuivant en parallèle celle des jouets en bois. Le plastique, une nécessité à la base qui va s'avérer être un coup de génie et qui va permettre à la marque de se faire connaître dans le monde entier. La première brique en plastique que je vais vous présenter s'appelle Automatic Binding Bricks. Elle est sortie en 1949. C'est la toute première version de la brique Lego. Et en 1955, nous avons donné un nouveau nom à la brique en plastique. Lego System Play. Et cela veut dire que nous pouvons assembler les briques produites aujourd'hui avec des briques produites dans les années 50, peu importe où et quand elles ont été fabriquées.
Mais il y a un problème. Le souci avec les briques des années 50, c'est qu'elles sont totalement vides à l'intérieur. Il n'y a aucune accroche en dessous. Alors forcément, ça pose un problème. Quand tu veux les emboîter l'une sur l'autre, comme ça, pas de souci, ça marche. Mais si tu veux les accrocher de manière décalée, comme ça ne peut pas tenir. Il n'y a aucune possibilité que ça s'imbrique. Il n'y a pas d'accroche suffisante. Pour résoudre ce problème, de petits tubes vont être rajoutés à l'intérieur des briques. Nous sommes en 1958, la brique Lego est née et va révolutionner le monde du jouet. Alors qu'à la base, nous pouvions construire que des maisons carrées avec des briques vides, là, nous pouvons commencer à faire des constructions bien plus détaillées. Et la créativité dont les enfants peuvent faire preuve avec un petit nombre de briques, simplement grâce à ces petits tubes, eh bien, c'est incroyable. En fait, si vous avez simplement 6 briques comme celle-ci, vous pouvez les combiner, mais d'1 milliard de façons différentes. Voilà précisément ce que ces petits tubes ont apporté à nos briques. Quelques semaines plus tard seulement, le 11 mars 1958, Ole Kirk Christensen décède et laisse les rênes de l'entreprise à son fils, Gottfred. Lui est beaucoup moins intéressé par les jouets que son père. Il décide plutôt de diversifier les affaires familiales en créant un parc d'attractions, Legoland. Et il faudra attendre 1978 et la nomination du petit-fils du fondateur, Kjeld, pour que l'entreprise reparte à la conquête du monde. Quelque chose de très important va se produire à la fin des années 70. Pour la première fois, on a introduit 3 collections. Lego City, Lego Château et Lego Space. Et grâce à ces 3 collections, on a introduit les figurines telles que nous les connaissons aujourd'hui. Nous avions eu déjà des personnages auparavant, mais cela correspondait parfaitement au niveau de la taille et ils s'intégraient plus facilement aux briques Lego. Et dorénavant, nous pouvons créer des maisons et des voitures aussi avec des figurines. Elles sont présentes depuis 1978 et elles n'ont quasiment plus jamais changé depuis. Durant les années 80, Lego devient une référence dans le monde entier et ne cesse de se diversifier. En 1998, la marque crée même un Lego intelligent baptisé Mindstorms. Lego Mindstorms, ce sont des briques intelligentes que tu peux assembler avec d'autres briques. Ainsi, tu peux créer ton propre robot en fait. L'idée, c'est que tu peux combiner tes briques intelligentes avec ton ordinateur. C'est donc une manière dont nous avons fait entrer la brique Lego dans l'ère digitale. C'est lié à ce que nous avons constaté au début des années 90, le début de la digitalisation du marché du jouet. Ça a donc été notre moyen à nous de digitaliser à la fois la brique Lego et l'expérience du jeu. Mais le produit ne séduit pas le public. Avec la concurrence des jeux vidéo, des jouets plus techniques et plus innovants, Lego voit son chiffre d'affaires fondre en quelques années. Et en 2003, la marque se retrouve même déficitaire, au bord de la banqueroute. Nous avons appris des erreurs commises par le passé. Nous avons intégré que le jeu vidéo, le digital, tout ça c'est là pour durer. Ce sont des loisirs supplémentaires à part. Mais évidemment, les enfants voudront toujours jouer avec nos briques. C'est à nous de faire en sorte qu'elles restent attractives. C'est à nous de faire l'effort de rester au contact de nos consommateurs, d'écouter leurs doléances, à quoi ça doit ressembler, quelle couleur ça doit avoir. Reconquérir le public, se réinventer, voilà ce que la marque va alors devoir faire. Et pour cela, la firme danoise va recruter partout dans le monde des fans de la première heure. Comme par exemple Frédéric André. Ce jeune designer français s'est expatrié à Billund depuis 7 ans. Donc voilà, ici vous avez la salle des archives, ce qu'on appelle le coffre secret de Lego, où il y a tous les sets qu'on a depuis la création de Lego jusqu'à aujourd'hui, 2016-2017 ici. Laissez-moi vous montrer le premier set que j'ai eu par mon père.
1987, tout au fond là-bas. Sa première boîte de briques, il l'a reçue alors qu'il n'avait que 2 ans. À l'époque, j'habitais en Martinique et mon père rentrait en France de temps en temps pour son travail. Et à chaque fois, il me ramenait des jouets. Et ce set, c'est le premier set dont je me rappelle, pour sûr. Et donc, c'est celui-ci, le Cosmic Fleet Voyager, premier vaisseau spatial. Et moi, j'ai toujours été dans l'espace après. Alors qu'il se destinait à devenir costumier pour le cinéma, le destin de Frédéric a basculé le jour où il a répondu à une petite annonce de Lego en envoyant des photos de ses créations de vaisseaux spatiaux. Immédiatement, il a été embauché. Ça, c'est des produits donc, que je construis pendant mon temps libre et c'est ce qui m'a valu d'être embauché chez Lego. En gros. Donc ça, c'est des choses assez récentes que j'ai faites, mais donc très axé espace. Voilà. Où j'essaye d'utiliser les briques de façon différente de ce qu'on peut faire dans la compagnie. Juste essayer de nouvelles formes avec les briques qu'on a déjà. Par exemple, cet élément, c'est un élément qui a été fait pour faire des montgolfières à la base chez Lego Friends. Et j'ai essayé d'en faire le cockpit de ce vaisseau. Fan de la première heure, Frédéric, qui continue à construire des vaisseaux pour son plaisir, en a donc fait un métier. Aujourd'hui, c'est lui qui est en charge de la nouvelle gamme Nexonites. Pour créer une nouvelle gamme chez Lego, par exemple Nexonites, la gamme dans laquelle je travaille à l'heure actuelle, on commence par l'histoire en général. On a une équipe en amont qui s'appelle Front End, qui est une équipe de designers de concept qui dessine, crée des modèles et va tester avec des enfants un peu partout dans le monde pour choisir la meilleure histoire. Une fois qu'ils ont épuré leurs histoires et qu'ils ont gardé celle qui a le mieux marché avec les enfants, c'est là que moi et mon équipe, on intervient et on commence à créer des modèles à partir de leur histoire. Nous, ce qu'on cherche, c'est créer des modèles qui sont utilisables par les enfants et faciles à la production. Par exemple, là devant moi, j'ai l'évolution d'un produit qui s'appelle les 3 frères. Donc, dans l'histoire, ce sont 3 monstres de pierre qui sont ramenés à la vie par le nuage des monstres. Et on a essayé de trouver l'expression du dernier frère. Donc, ça a commencé par cette idée, donc une tête un peu massive. Puis, ça a évolué. Ça a été commencé par Alan, un designer qui est parti depuis. Donc, ça a été récupéré par Ramon, un autre designer, qui est devenu ceci. Donc, une tête un peu plus travaillée, où il y a déjà une fonction sur l'avant du produit. Donc, histoire de rendre le produit un peu plus attractif pour les enfants, on lui donne des fonctions. Donc là, il y a cette mâchoire et il y a une catapulte à l'arrière. Puis, on a continué à travailler dessus, on travaille dessus et on s'est dit que cette tête-là, on l'a testée avec des enfants et tout ce que les enfants voyaient, c'était les bananes qu'on a utilisées pour faire des yeux. C'était pas des yeux, c'était des bananes, c'était des bananes, c'était des bananes. Donc il a fallu qu'on change d'idée, même en recoloriant le modèle en violet, etc. Ça n'a pas marché, les bananes, c'était toujours des bananes. Donc on s'est dit qu'on allait changer tout ça et on allait lui faire une tête un peu plus plate. Donc on lui a créé cette tête avec des yeux, des vrais yeux, plus des bananes. Et donc voilà, ça c'est presque le modèle final pour les 3 frères. Il y a encore quelques ajustements à faire dans les couleurs. Après, il faudra nettoyer le modèle, histoire que les enfants puissent jouer avec sans qu'il se casse à longueur de temps. La vie des enfants est très très important pour nous. Il n'y a pas une phase de développement qui ne se passe pas sans les enfants. Toutes nos avancées, aussi bien en design qu'en stabilité, etc., tout est testé par les enfants, du début jusqu'à la fin. À toutes les phases du processus de création de la marque, on retrouve leurs principaux clients et cibles privilégiés, les enfants. Une fois par semaine, un petit groupe de jeunes vient donc tester en avant-première les toutes dernières nouveautés. Ce matin, en compagnie d'Anne et Frédéric, ils sont donc 4 à venir de l'école internationale de Billund pour ces essais. Bonjour, bienvenue. Et ils vont sûrement faire des jaloux. Comment allez-vous aujourd'hui ? On a plein de nouvelles choses amusantes à vous montrer. Car bien avant la commercialisation, ils vont avoir la chance de tester la toute nouvelle gamme Nexonites sur laquelle Frédéric travaille depuis plus d'1 an. Est-ce que vous avez vu ces produits avant? Non, ils sont nouveaux. Oui, ils sont nouveaux. Ok, choisissez une boîte et ouvrez-la sur la table et jouez avec. Ça y est, c'est parti. Un vrai moment de plaisir pour certains, mais pas pour Frédéric.
Il va enfin savoir si les instructions de montage et la difficulté de construction sont bien adaptées aux enfants. Le moment est crucial. Lequel as-tu choisi de construire? Celui-là. Lens Twin Juster. Ok. Je suis en train de construire comme une moto qui s'appelle Iron Stone Destroyer. Là, donc, les enfants jouent et on va surtout regarder ce qui se passe avec les instructions, ce qui est un moment très important du modèle, l'instruction pour pouvoir construire le modèle de manière correcte. C'est important pour moi de laisser les enfants jouer et prendre du recul, parce que si je commence à intervenir dans leur processus de construction, ça n'a plus aucun sens. Le test n'a plus de sens vu que je les guide dans ce qu'ils devraient faire. Alors que là, ce qu'on veut voir, c'est l'efficacité de nos instructions et voir si les enfants arrivent à se débrouiller avec. Pour ne pas influencer les petits testeurs, Frédéric n'intervient pas. Mais Anne, responsable de ses études, va, elle, interroger les enfants pour être sûre que tout leur convient. Nous leur posons différentes questions. Nous leur demandons si le processus de construction leur paraît facile ou pas. C'est vraiment important pour nous, durant un test comme celui-ci, de comprendre quel est le niveau de difficulté, si le mode d'emploi est clair ou pas. Et maintenant, je leur demande si c'est facile à construire et ils me montrent où sont les petites difficultés, s'il faut corriger ceci ou cela. Donc c'est difficile ici de mettre ces éléments sur ce modèle, car ce n'est pas stable là sur la table. Donc nous avons différentes choses à tester durant ce processus. Leurs remarques sont très importantes pour nous. Ils sont très critiques. Donc c'est capital pour nous d'avoir ces informations. Une fois que toutes ces précieuses informations ont été récoltées, retour au bureau pour Frédéric. Il a rendez-vous avec son équipe pour un petit débrief. Ok, réunion de design aujourd'hui. On va parler des trois frères. Junia, as-tu des nouvelles, des nouveaux éléments? Super, on va enfin pouvoir changer ces roues. On essaye d'améliorer le modèle en fonction des commentaires qu'on a eu pendant le test avec les enfants. Donc là, par exemple, Junia a reçu les versions finales de cette roue. Donc on peut les mettre sur le modèle, voir comment le modèle réagit. Donc ça marche. Et là, maintenant, on essaye de trouver des roues pour aller à l'arrière du véhicule. Donc lesquels vous préférez? J'aime celui-là, car les couleurs s'associent bien. Essaye avec celle-là. Venus de pays et de cultures très éloignés, chacun tente d'apporter sa pièce à l'édifice. À l'heure actuelle, on est plus de 250 designers. Donc vous avez Sam qui est anglais, Junia qui est japonais et James qui est aussi anglais. Nous sommes toujours assis ensemble pour commenter les idées des modèles. Parfois, nous nous dirigeons vers la même idée en même temps. C'est intéressant de savoir que peut-être un des gars a eu une idée qui complète la vôtre. Nous prenons ensuite les deux modèles et nous choisissons les meilleures parties ensemble pour en faire un vraiment bon. Il n'y a jamais qu'une seule personne qui travaille sur le modèle. Un travail minutieux et prenant, mais qui fait rêver. Car au final, Frédéric et son équipe passent toute leur journée à jouer. Attends, on a besoin de bras. We need arms for him.
You find it? Tu l'as trouvé? C'est important de s'amuser quand on crée, surtout que on crée pour des enfants entre 7 et 11 ans, donc on essaye un peu de se remettre dans cet esprit, quoi. Et donc ouais, on joue beaucoup. On joue beaucoup avec nos modèles. Et vous voyez, hein, c'est plutôt agréable de travailler ici. C'est vraiment le job de mes rêves. J'ai toujours voulu faire ça. C'est le meilleur travail au monde. Donc oui, vraiment j'adore. Mais ne vous y trompez pas, il y a bien des endroits où l'on travaille vraiment à Billund. Car c'est aussi ici que les petites briques sont produites, et en très grande quantité même. Toutes les heures, 5 millions de briquettes sortent de l'usine, ce qui nécessite plus de 120 tonnes de plastique par jour. Exceptionnellement, vous allez découvrir à quoi ressemble l'usine de la marque et ses 760 machines totalement automatisées qui transforment cette matière première en lingots multicolores. Henrik, qui supervise ces machines, connaît par cœur l'ensemble du processus de fabrication. Donc dans celui-ci, nous avons la matière première qui arrive là. Dans celui-là, il y a le colorant. Les deux sont mixés ensemble. Vous voyez en bas, comme quand on cuisine, on mixe le plastique pour que la couleur soit bien homogène. Et ensuite, le plastique arrive de là-haut et atterrit plus bas dans le cylindre, où le plastique est fondu à 230 degrés. Ici, avec le liquide de refroidissement, nous gelons le plastique. Puis, le moule s'ouvre, nous récupérons les déchets dans un broyeur pour être recyclés dans la chaîne de production. Donc nous avons 0 déchet dans le processus. Et quant aux pièces, une fois refroidies, elles sont dirigées vers ce réceptacle. Une fois les boîtes remplies, elles sont automatiquement transportées par un robot qui les emmène dans la section de stockage. Ici, plus de 120 millions de briques sont produites quotidiennement. Pour faire tourner l'ensemble du site de production, seuls 24 employés sont nécessaires, et cela 360 jours par an. Ce que nous recherchons, ce sont les défauts de coloration. On regarde si l'orange est pur comme ceci, décoloré ou trop coloré. Cet élément a l'air conforme. C'est ce que nous faisons lors du contrôle visuel. Bien sûr, on prend au hasard dans tout le bac pour être sûr de couvrir la totalité de la production. Toute la journée, des échantillons sont envoyés au contrôle qualité pour une analyse scrupuleuse. La qualité du produit se doit d'être irréprochable. Je travaille pour Lego depuis presque 10 ans maintenant. Et ça me rend vraiment fier de travailler sur ce que nous produisons, parce que ça a du sens de fabriquer toutes ces briques, car on peut apprendre beaucoup en jouant avec ces briques. J'ai 3 enfants et quand je les vois jouer avec, je m'en rends vraiment compte. Et bien sûr, ils en ont beaucoup. Aujourd'hui, 7 boîtes sont vendues chaque seconde à travers le monde. Et plus de 400 millions de petits et grands jouent chaque année avec ces briques. Mais il y a 15 ans, la firme danoise a connu un formidable revers de fortune. Ses collections ne séduisaient plus le public et Lego était au bord de la faillite. Il a donc fallu entièrement repenser la façon dont la marque communiquait avec ses utilisateurs. Tormod Atkilsen, en charge des relations avec les communautés de joueurs, se souvient très bien de ce moment-là et de l'urgence de renouer le lien avec les fans. Nous sommes une petite équipe, donc nous ne pouvons pas parler à tout le monde en même temps. Alors, nous avons créé un réseau d'ambassadeurs Lego qui représentent tous les utilisateurs du monde entier. Et nous échangeons beaucoup avec eux. Un ambassadeur de la marque représente une communauté de joueurs.
Et ces ambassadeurs appartiennent à un réseau présent dans le monde entier. La force de ce réseau, c'est d'avoir construit une relation étroite et forte entre eux et notre groupe. On échange beaucoup avec nos ambassadeurs, mais les ambassadeurs communiquent aussi beaucoup entre eux. Un ambassadeur canadien peut échanger avec un ambassadeur chinois, chilien, français ou allemand. Ils sont connectés. La firme va prendre en compte les demandes de ses fans. Et c'est avec eux que Lego va entamer une reconquête du public. Aujourd'hui, 290 groupes disséminés un peu partout dans le monde sont référencés par la marque. Blogueurs, organisateurs d'événements ou simples fans, tous sont attentivement sélectionnés pour l'intérêt qu'ils peuvent représenter. Nous avons aussi plusieurs plateformes en ligne sur lesquelles les gens échangent tous les jours. Ils échangent aussi avec nos ambassadeurs sur tous les sujets. Et nous partageons avec eux des informations sur des sujets variés et aussi sur nos nouveautés. Ils sont informés en exclusivité de nos essais ou de nos futurs produits. Tous respectent la confidentialité. Nous avons une totale confiance dans le fait de leur communiquer des informations, même confidentielles, car ils les gardent secrètes jusqu'à la date convenue. Aujourd'hui, c'est justement un site français qui va recevoir en exclusivité les derniers modèles de la marque, des Lego Batman, qui ne sortiront dans le commerce que dans plusieurs semaines. Tormod prépare donc un colis avec l'ensemble de cette nouvelle gamme. En France, le plus célèbre de ces doudingues de la petite brique s'appelle William. 42 ans, marié, 2 enfants. Il vit en Savoie et a créé un site internet incontournable pour tous les fans, Hotbrick. Aujourd'hui, c'est lui qui vient de recevoir en avant-première les fameuses boîtes de Lego Batman, à l'occasion de la sortie du nouveau film de la firme. Ce sont les nouveautés, les nouveaux produits dérivés du film Lego Batman Movie qui sortent cette année, qui arrivent de chez Lego pour que je puisse en faire produire des articles sur chaque set et les mettre en jeu pour les lecteurs du blog. Avant la sortie de chaque nouveauté, Lego envoie à ses ambassadeurs des sets, c'est-à-dire des boîtes complètes afin que ceux-ci les testent, donnent leur avis et en fassent éventuellement un peu la promotion. Alors le fan de Lego ne déchire pas la boîte. Il l'ouvre à peu près proprement. Et effectivement, il y a du travail. William est suivi par plus de 300 000 personnes sur son site internet. Son avis est donc particulièrement important. Il est conscient de sa responsabilité. L'objectif, il est clairement marketing, il est clairement de nous pousser à promouvoir les produits en nous permettant parfois de les obtenir un peu à l'avance. En tout cas, de contribuer à les mettre en avant, à ce que les fans en parlent, à les populariser, puis à créer l'engouement autour des nouveautés ou d'une nouvelle gamme. Alors, quelquefois, il y a un peu un contre-effet avec des boîtes qui sont clairement pas à la hauteur de la réputation du fabricant. En ce qui me concerne, moi, je préfère généralement être honnête. Et puis, si une boîte est mauvaise, c'est pas la fin du monde pour Lego. Ils s'en remettront, ils feront mieux la prochaine fois. Mais en tout cas, le lecteur sera au moins averti que tel ou tel produit n'est pas forcément un produit très réussi. Le public adulte qui achète des produits Lego ne représente que 10% de ses recettes. Mais son rôle de prescripteur est essentiel. Et ça, la marque l'a bien compris. Lego a besoin de visibilité pour ses produits en dehors des rayons des magasins de jouets ou des publicités télévisées. Le fait qu'on en parle sur Internet et que des sites donnent leur avis sur le contenu de ces boîtes contribue à les rendre populaires et à influencer les décisions d'achat des parents qui se posent la question à un instant T de savoir si le rapport qualité-prix est meilleur sur tel ou tel set. Est-ce que telle ou telle gamme va être plus adaptée à un enfant d'un certain âge? Donc effectivement,
Les sites internet, les forums, les blogs ont une influence certaine, même si elle est quand même difficile à quantifier dans l'absolu, sur la popularité des produits. Et des boîtes sont même produites quasi exclusivement pour ces grands enfants. Certaines atteignent des prix astronomiques, près de 500 €. Donc là, je travaillais en ce moment aussi sur ce château Disney, une grosse boîte de plus de 4000 pièces, avec une reproduction quand même très fidèle du château présent en Floride, à Disney World. Donc là, c'est un produit que, quand même, qui touche une clientèle relativement limitée, avec un prix public assez élevé, aux alentours de 350 €, qui, au final, propose plus une maquette qu'un jouet. Donc c'est un produit d'exposition. Il aura fallu à William près d'1 semaine pour réaliser cette construction. Tout ça pour faire quelques photos et illustrer son article. Car il ne garde aucune de ses constructions. Par souci d'indépendance vis-à-vis de la firme danoise, il démonte et reconditionne tous les sets qu'il reçoit et organise ensuite des jeux concours sur son site pour les faire gagner. Aujourd'hui, c'est 300 000 visites par mois. C'est très appréciable parce qu'il est composé d'un public très large. À la fois des fans de Lego, adultes ou adolescents ou plus jeunes, des parents qui viennent y chercher des conseils ou des avis sur des produits, des professionnels qui viennent aussi intervenir ou compléter des informations, infirmer ou des rumeurs. Donc on a tout un public très large qui participe à la vie du blog. Et finalement, moi, je suis juste devenu l'animateur. Depuis une dizaine d'années, l'audience de ces sites spécialisés s'est en effet beaucoup élargie. Fans de Star Wars, de Batman ou encore de jeux vidéo, la communauté ne se limite plus aux affoles, les adultes fans de Lego. Aujourd'hui, n'importe quel adulte a forcément entendu parler des produits Lego, n'importe quel parent achète des Lego pour ses enfants. Et Lego ayant commencé à commercialiser de plus en plus de produits dérivés des séries télé ou d'univers des années 80, beaucoup de gens aujourd'hui sont des fans de Lego, j'allais dire, occasionnels. Ils vont acheter du Lego de temps en temps pour se faire plaisir, un produit dérivé sur un film. Les affoles en tant que tels, c'est un petit peu réducteur. On a toujours ceux qui sont des inconditionnels des produits Lego et qui, notamment ceux qui exposent dans les événements qu'on a un peu partout. J'essaie d'être ouvert à tous les profils et je veux pas qu'on résume la communauté des fans de Lego à un profil spécifique qui n'est pas réel, qui concerne un tout petit pourcentage de la communauté telle qu'elle est aujourd'hui. Outre son site internet, William se rend régulièrement dans les salons spécialisés afin de rester en contact étroit avec les autres fans. Et ce week-end, il traversera toute la France pour se rendre à Bordeaux, où a lieu le plus grand événement Lego de France, et même d'Europe. J'y vais pour aller à la rencontre un peu des lecteurs du blog qui viendront sur place, pour retrouver des amis du petit monde du Lego que je croise régulièrement à l'occasion de diverses manifestations, et puis pour prendre du plaisir, pour découvrir un peu les créations des fans qui exposent sur place, pour découvrir un peu tout ce qui se fait autour du Lego, et rester un petit peu dans l'ambiance, prendre la température. Il ne reste plus qu'à prendre la route et à partir pour Fans de Briques. Allez, go! Des communautés de fans surpuissantes et totalement dévouées. Des enfants qui, de génération en génération, ne se lassent pas de ce jouet. Lego aurait-il trouvé la recette magique pour faire de sa petite brique l'éternel numéro 1 du jouet dans le monde? Pas impossible, voire probable. D'autant que tout ceci n'est pas dû au hasard, mais bien à une stratégie marketing redoutable, et qui aujourd'hui est même enseignée dans les écoles de commerce, comme à l'ISC Paris Business School, où on a même fait du cas Lego un cas d'école. Lego, c'est une marque forte pour quelle raison? Pourquoi tout le monde a plutôt un regard assez positif sur Lego? Alors, qui nous a accompagnés depuis l'enfance, surtout pour notre génération, et qui se répercute aussi sur nos enfants. Et il fait appel, en fin de compte, à cette capacité à revenir sur l'essentiel du monde de l'enfance, c'est-à-dire le plaisir, l'imagination, se créer des aventures, se créer des univers, juste avec une petite brique de Lego. Vous avez effectivement
dans l'esprit de Lego une vraie transformation dans le positionnement stratégique. Pour Sébastien Tran, l'étude de la stratégie Lego est totalement évidente, car unique et extrêmement efficace. Alors j'ai proposé un cours sur Lego parce que c'est un produit que tous les étudiants connaissent, auquel ils sont souvent très très attachés. C'est une marque forte et très connue. Et puis c'est un cas vraiment très exemplaire en termes de management de l'innovation. C'est exemplaire dans le sens où ils ont mobilisé beaucoup d'outils en matière de co-conception, en matière de communauté. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant pour les étudiants. Alors, si on s'arrête juste quelques instants, parce que la notion de communauté, vous la connaissez, vous l'avez peut-être vu chez d'autres entreprises. Vous avez des communautés Apple, des communautés BMW. À quoi ça sert une communauté d'utilisateurs au final? Pourquoi Lego pense que la communauté, c'est quelque chose de bien pour eux? Ça permet de fédérer. Alors, ça permet de fédérer comment? Plutôt que de voir le consommateur comme un outil pour développer un produit, là on le met au centre du processus de création, on en fait un peu un consommateur en fait. L'idée c'est effectivement que les consommateurs, et notamment les grands fans de Lego, ils partagent des idées. Ah bah tiens, j'ai construit une base spatiale de cette manière-là, j'ai utilisé tel type de Lego, etc. Et puis deuxième niveau que vous dites effectivement, c'est on va donner la possibilité aux clients d'être quasiment designer, concepteur d'un ensemble de Lego pour faire effectivement ce qu'ils ont envie de faire en fonction de leur centre d'intérêt. Au travers de son programme Ambassador, et comme très peu de marques avant elle, Lego a ainsi réussi à fédérer ses fans les plus inconditionnels. La campagne Ambassador, effectivement, elle a permis d'abord d'avoir une structuration de la communauté, puisqu'il fallait effectivement gérer une très grande base de fans pour Lego, ce qui est quand même très très important pour une entreprise. Et puis ça a été effectivement de véritables relais parties prenantes de l'entreprise. Ils ont donc pu effectivement structurer la communauté, la gérer, et puis faire remonter toutes les idées en les triant. Qu'est-ce que ça permet de faire justement quand on a ces ambassadeurs? Ils vont faire quoi aussi? Voilà. Ça, c'est un élément qui est très important. Ils vont recommander. Et il faut savoir effectivement qu'en marketing, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est que vous savez très bien, dans le monde numérique dans lequel on vit, c'est que la recommandation qui est faite par les clients est toujours jugée comme étant plus légitime que celle de l'entreprise. Pourquoi? Parce que vous considérez qu'effectivement, normalement, le client, il est plus neutre, plus légitime et qu'il est moins partie prenante. C'est-à-dire qu'il peut normalement avoir un avis un peu plus critique. Donc ça, c'est un élément important, c'est qu'effectivement, les communautés d'utilisateurs, ça permet aussi de faire la promotion de la marque. Ce sont donc les clients de Lego qui sont sa meilleure publicité. Ils aiment, ils recommandent, et c'est la marque qui y gagne. Mais pour les plus mordus, on peut également y voir quelques avantages, non négligeables. Il y a effectivement un troisième niveau qui est la production des idées des clients. Alors, sous certaines conditions, c'est ce qu'on vous dit, il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de personnes qui aient voté. Normalement, je crois qu'il faut atteindre 10 000 votes, par exemple. Et ce qui se passe, c'est que si effectivement votre produit est sélectionné, vous en avez 4 ou 5 exemplaires gratuits pour vous. Vous avez les royalties. Et les royalties, est-ce que vous avez une idée financièrement ce qui est donné par Lego? 1% du chiffre d'affaires du produit vendu. 1% du chiffre d'affaires. Donc c'est énorme. C'est énorme. Alors vous avez très peu de chance parce qu'effectivement il y a plein d'idées. Enfin, il faut déjà proposer, il faut avoir les 10 000 votes, il faut être sélectionné par les concepteurs de Lego, mais 1%. Et donc c'est quand même énorme quand vous voyez la masse effectivement qui est vendue de Lego. Et puis vous avez aussi votre nom qui est associé en disant Design by par exemple, et vous avez votre nom qui apparaît. Et si Lego se montre aussi généreux, c'est que le marché adulte de Lego représente tout de même plus de 300 millions d'euros par an. Les consommateurs n'ont pas forcément tous envie de devenir lead user et d'avoir leur nom sur la boîte de Lego. Je pense qu'une communauté, c'est aussi tout simplement à la base un partage d'échanges, d'expériences, de pratiques. Et c'est ça qui fait la force de Lego, c'est que la base est extrêmement large et que vous allez toujours trouver quelqu'un dans la communauté qui va pouvoir répondre à votre question parce que vous vous dites « j'ai envie de développer tel type de produit, est-ce que tu peux m'aider ou est-ce que tu peux me conseiller ?» Et c'est d'abord, je dirais, la motivation à créer et ça, on sait que c'est très présent dans la plupart finalement des consommateurs maintenant. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que l'heure tourne sur par rapport au cas de Lego ou est-ce que pour l'instant ça va, tout est clair? Le cours s'achève et pour les élèves de Sébastien, le regard qu'il portait sur Lego a tout naturellement un peu évolué. J'en étais resté en fin de compte à l'image de Lego que j'avais quand j'étais petit,
ou ce que je voyais dans les magasins. Donc je ne pensais pas effectivement qu'il y avait une stratégie aussi forte dans l'innovation. Souvent on pense aux innovations portées par Apple, par des grandes sociétés de ce type. Et le cas Lego, il est vraiment, il est vraiment exceptionnel parce qu'il montre à quel point, sur un sujet comme les jouets, on peut fédérer, on peut créer des communautés, on peut justement utiliser ces communautés pour innover encore. Et c'est vraiment un cas exceptionnel. Votre regard sur Lego, il a changé? Oui, tout à fait, c'est tout à fait ça. Ce soir, tout le monde joue au Lego à la maison. Mais si Lego connaît autant de succès depuis des années, c'est d'abord et avant tout grâce aux enfants. Ils jouent au Lego seuls ou en famille, et même parfois à l'école. Car depuis toujours, comme pour Capla, la marque revendique le côté éducatif de ses jouets. Bonjour Romane. Salut. Ça va? Bonjour Céleste. Ce sera pour moi? J'en ai de la chance, je suis gâtée. Aude, enseignante dans une classe de grande section, dans une maternelle du 9e arrondissement de Paris, utilise régulièrement ces petites briques, dont tous les enfants connaissent le nom, pour réaliser avec ses élèves différents ateliers pédagogiques et leur inculquer certaines notions. Bonjour les enfants. Alors ça me fait plaisir de vous retrouver ce matin, pour une journée un petit peu particulière. Moi j'ai remarqué que pendant les moments de jeu libre, beaucoup d'entre vous se précipitaient vers le coin construction pour jouer avec des petites briques de couleur qui sont les Lego. Qui est-ce qui aime bien les Lego là dans la classe? Voilà. Alors, j'ai réfléchi et cette semaine, je pense que ça va vous faire plaisir car tout le monde va faire des ateliers avec des Lego. Ouais. Tout le monde. Ça, je me doutais que ça vous ferait plaisir. Alors par contre, vous allez bien écouter parce que je vais vous expliquer chacun des ateliers. Est-ce que vous êtes prêts à bien écouter? Oui. Alors attention, on va découvrir le premier atelier, ce sera le groupe bleu. Est-ce que vous reconnaissez ce que c'est que cette forme? C'est une forme en volume. C'est difficile parce que c'est en 3D. La pyramide. Une pyramide. Alors ce qui va se passer, c'est qu'au centre de votre table, j'aurai construit une pyramide. Et vous aussi, vous allez devoir essayer de la construire, mais je ne vous dis pas comment. C'est à vous de réfléchir pour trouver les différentes étapes de construction. L'enseignante a mis en place 5 ateliers. Tout en s'amusant, les enfants aborderont donc des notions comme la motricité, l'appréhension de l'espace et même les mathématiques. Et enfin, alors ça va être rigolo aussi. Je vais vous donner une plaque vide et je vais vous donner une image. Donc ça s'appelle un pavage. Ça va vous faire sûrement penser au puzzle. Vous allez devoir recouvrir entièrement la plaque pour avoir le même dessin que sur la photo. Par exemple, là, je l'ai fini, regardez. Est-ce que c'est identique? Oui. Ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que par exemple... Alors, regardez. Est-ce que j'ai fini mon pavage, là? Ah non, il me manque une pièce. Il faut, c'est quelle forme, là, cette fois, Aurélien? Un carré. C'est un carré noir qu'il me faut. Alors, je fouille dans ma boîte. Oh, zut! Il n'y en a plus. Il n'y a plus de carré noir. Avec deux hauts, deux en bas. Comment je peux faire? Donc, moi, ce que je veux, c'est celui-là. En noir. Alors, qu'est-ce que je peux mettre à la place? Je peux, à la place, mettre deux petits que je rassemble. Vous avez vu? Oui. Hop! Magique. Donc, avec les Lego, on peut faire aussi des mathématiques. Après la théorie, place à la pratique. Car c'est réellement en manipulant que les enfants vont intégrer ces différentes connaissances. Là, par exemple, il s'agit pour eux de reproduire une suite de couleurs et de formes en 3 dimensions. Ce qui est important en maternelle, c'est de manipuler. Je pourrais leur donner des gommettes à ranger dans le bon ordre ou leur faire dessiner des ronds. Ça viendra par la suite, mais de manipuler un objet, l'apprentissage se fait beaucoup plus facilement. Et puis, on peut se corriger si on se trompe. Il suffit de casser de la tour, de la refaire.
Donc ça, c'est vraiment très simple. Alors, un classique pour travailler ça, c'est les colliers de perles, par exemple, mais je préfère les Lego. Parce que le collier de perles, il va faire jaune, bleu, rouge, jaune, bleu, rouge. Il va s'apercevoir qu'il a oublié un jaune. Il faut tout défaire pour recommencer l'exercice. Là, il a oublié un rouge. Hop, je casse. Il rajoute la pièce manquante. Donc, enfin, voilà. Je pense que c'est vraiment un outil peut-être insoupçonné dans certaines classes, mais magique pour beaucoup, beaucoup d'apprentissage. On va faire un petit jeu de tour comme ça. Et ce qu'il va falloir faire, c'est prendre... Alors, c'est pas un jeu de vitesse, on prend son temps et on s'applique. On prend un petit Lego et on va le rajouter en haut comme ça. Et puis quand on va prendre la pièce... Nicolas est psychomotricien. Il étudie la façon dont les enfants utilisent leur corps en fonction de leurs activités, mais également comment ils appréhendent l'espace et le temps. Cet atelier est donc pour lui un formidable outil d'observation. C'est très difficile parce que c'est du 1 et ça peut tomber. Et pourquoi est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu y arrives le mieux possible? Il faut appuyer. Il faut appuyer fort ou pas trop fort? Pas trop, parce que sinon, pas trop. Comme ça, et ben après, crac. Exactement. Si tu appuies trop fort, après, elle risque de se casser. Les Lego, globalement, ça fait travailler l'espace. Il y a l'espace en 2 dimensions, il y a aussi l'espace en 3 dimensions, parce qu'on est dans des volumes. Mais il y a un autre aspect qui est très important, c'est la motricité fine. Là, ce que sont en train de faire Adélaïde et Léon, c'est des activités qui demandent, d'une part, un gros travail de sensibilité. C'est-à-dire qu'ils doivent sentir avec leurs doigts la pression qu'ils mettent dessus. Et il y a aussi le fait de sentir la force qu'ils mettent. C'est très important, c'est ce qui permet le développement du graphisme, du dessin, et dans pas très longtemps, l'écriture également. Mais là, progressivement, et appuie, vas-y, appuie. Encore, elle n'est pas encore bien mise. Appuie. Non, c'est moi. C'est celui-là qui appuie sur ma plume de mes Outre la motricité et les mathématiques, c'est d'abord et avant tout la créativité que ce jeu développe chez l'enfant. Est-ce que tu sais encore ce que tu vas faire après? C'est la table? Oh là là, magnifique. Parce que là, tu as commencé. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire après? Ah bah tu sais pas encore, donc tu verras au fur et à mesure. L'enfant va partir de briques de base, au sens propre comme au sens figuré, et à partir de ces briques de base, il va développer sa créativité. Cette créativité-là, elle est absolument essentielle. C'est ce qui vous permet d'imaginer des solutions nouvelles face à un problème que vous rencontrez. C'est vrai qu'on utilise beaucoup les jeux parce que par le jeu, on va pouvoir stimuler tout un tas de fonctions qui sont participantes au développement de l'enfant et lui permettre de s'adapter à son environnement. C'est le fait aussi de pouvoir se rendre compte qu'on est capable d'accomplir certaines choses et donc c'est valorisant, c'est très important pour l'estime de soi. Un enfant qui fait une construction avec des Lego, quand il est content de lui, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va le montrer parce qu'il est fier de lui et c'est très important de valoriser ça chez l'enfant. Ça construit la confiance en soi et ça les aide vraiment à pouvoir se rendre compte qu'ils ont des compétences, qu'ils sont capables de les employer à leur bénéfice. Autonomie, créativité, initiative, un jeu simple, mais qui permettrait aux enfants de grandir et d'apprendre sans même s'en rendre compte. Ah, c'est un terrain de... Ah, bah toi, je te connais, ça va être du rugby. Ouais? Ah, mais c'est bien, c'est là où on fait les essais. C'est génial. J'aime bien travailler avec des Lego parce qu'on peut faire ce qu'on veut avec. La séance est terminée. Les enfants exposent leurs œuvres et les crayons et les feutres vont pouvoir reprendre du service. Alors moi, en tout cas, je suis très fière de vous parce que je trouve que tout le monde a très bien mené ses ateliers, a fait de très belles constructions, a bien réfléchi et resté concentré et en plus, vous vous êtes amusés. Alors je crois que pour ça, les enfants, je crois que pour le beau travail que vous avez fourni ce matin, vous pouvez vous applaudir. Depuis plus de 20 ans, on l'a compris, la marque danoise mise beaucoup sur ses fans. Ce sont eux qui lui assurent une visibilité exceptionnelle. Le meilleur exemple, le salon Fan de Briques, organisé chaque année à Bordeaux. C'est le plus grand rassemblement européen d'AFOL, les adultes fans de Lego. Pour sa 5e édition, pendant 2 jours, plus de 25 000 spectateurs y sont attendus. Bruno, fan de Lego Star Wars, y tiendra un stand. Il n'est ni professionnel, ni vendeur. Pourtant, pendant tout le week-end, il va se transformer en exposant. Alors, à quelques heures de l'ouverture du salon, il finit d'installer ses créations. En quoi?
pouvoir le remettre chez... Ou alors là, dans le coin, mais dans le coin, on va le marquer, nous, en passant, non? Tu veux qu'on essaye? Bah ouais. Sur sa table, plus de 20 œuvres qu'il a patiemment construites et qui vont être exposées. Une partie de sa collection personnelle, et Bruno est un peu stressé. C'est ma 3e expo maintenant, et mon 3e fan de briques, et ça commence à aller mieux. On connaît un peu la musique, on a nos petites habitudes dans l'installation. Je reproduis dans les positionnements des vaisseaux. Ça va mieux. Ça va mieux par rapport aux années passées. Ouais. Donc on retrouve le Snow Speeder, 2000 et quelques pièces. Le Faucon Millennium, un peu plus de 5000 pièces. Le Superstar Destroyer, la barge de Jabba, les 3 T, l'étoile noire, la navette Shuttle. La plupart des pièces que Bruno expose sont toutes des UCS. En langage Lego, comprenez Ultimate Collector Series. Des modèles plus détaillés, sortis en série limitée, extrêmement durs à trouver. Il aura fallu plus de 4 ans à Bruno pour réunir une telle collection. C'est quand même un budget parce que c'est des modèles assez rares. Et comme tout ce qui est rare et cher, voilà. Pour les plus gros, ça va être des modèles aux alentours de... Ça va être plusieurs centaines d'euros. Pour le Faucon Millennium, par exemple, comptez 500 €. Un hobby coûteux et qui impose à tous ses fans des sacrifices. De l'argent, mais aussi du temps. Mais aujourd'hui, pour eux, c'est jour de fête. Autant de Lego et de fans réunis au même endroit, c'est exceptionnel et ça permet de se retrouver. Bon, Fabrice, tout marche? Oui. Ça y est? Tout tourne? Juste un monorail à poser et on est bon. Toi, ça te fait t'as combien d'années là maintenant là? J'en ai loupé qu'une, c'était dans une toute petite salle à Talence. Mais sinon, tu auras fait les 5 château, ans. Sinon, j'aurais fait la totale. Ouais. Tu auras fait tous les fans de briques. Quoi. Voilà. Pour devenir exposant, faut être passionné parce que quand tu vois le temps qu'on y passe et... Passionné, collectionneur. Moi, collectionneur je suis collectionneur aussi, ouais. à la base. On essaye d'avoir plein de sets de différentes gammes avec les boîtes, avec les notices. Ça devient très très dur. On y arrive toujours. Comme mon gamin qui a réussi à dénicher le vieux train des années 50 là-bas, là en bois. Un des tout premiers Lego parce qu'à la base c'était un charpentier, l'inventeur du Lego. Et donc on a eu la chance d'avoir ça. Dans le salon, c'est très bonne entente entre tous les affos et les exposants. Vraiment, c'est une très grande famille. Il y a même de l'entraide entre exposants. Allez, maintenant que tout marche, hein, je te dis à tout à l'heure, bon courage. Ça marche. À plus tard. Ça marche. Ciao. C'est ça aussi la magie de l'expo et des Lego, c'est que ça rassemble tout le monde et c'est vraiment une très grande famille. Chers amis, dans 10 minutes, nous ouvrons les portes. Il y a déjà du monde qui attend à l'entrée du hangar 14. Donc, je vous souhaite une superbe fan de briques 2016 et à tout à l'heure. Là, maintenant, on va attendre un petit peu. On va pas tarder à voir le public arriver. Donc, assez impatient de connaître les premières réactions, ne serait-ce que pour la plateforme, parce que comme c'est la première année que je l'expose, parce que les gens nous félicitent beaucoup, nous disent beaucoup quelle patience, comment vous faites, est-ce que les pièces sont collées, où est-ce qu'on peut encore acheter celui-là, donc je leur explique et on a l'impression en fait pendant tout le week-end de répéter tout le temps la même chose, mais les gens adorent quoi, et c'est vrai que ça apporte du sourire aux gens et c'est sympa aussi, c'est aussi pour ça qu'on fait ça. Toute l'équipe d'organisation, nous ouvrons les portes maintenant de Fans de Briques 2016. On vous souhaite un super samedi. Merci à vous. L'exposition ouvre enfin ses portes et comme prévu, les visiteurs sont nombreux, venus de la France entière, mais également de l'étranger. Un engouement incroyable, d'autant plus que ce n'est pas Lego qui organise cette expo. Christophe Cassouti, l'organisateur, est un simple fan, comme Bruno ou Fabrice. Mais personne n'est dupe. Les exposants savent bien que la marque va en retirer un immense bénéfice. Ça va? Ça va. Ça se passe bien? Ouais, très bien. Pas mal ton chantier là. Ouais, au niveau ton sécurité, bâtiment. Ouais. Ils ont tous leur casque ou pas? Je crois qu'ils ont tous le casque, mais ils n'ont pas tous les lignes de vie, tu vois. Ah oui, c'est rigolo. Là, il n'y a que des créations de fans. Ouais. Soit des créations communes à plusieurs, soit des collections personnelles, ça dépend, mais c'est que
Lego, je crois, peut-être fournit les statues là, de promotion, quoi, voilà, mais il n'y a aucune création faite par Lego. Après, ils passeront quand même dans le week-end. Il y aura quand même un ou deux représentants qui vont passer. On sait qu'il y a la manager qui va passer là, du Lego Shop de Bordeaux. Ça leur fait une bonne pub. Donc ouais, ils entretiennent la clientèle, quoi. Ça doit donner pas mal envie, pas mal de ou se remettre dedans ou d'acheter pour les enfants parce que ça fait de la bonne pub pour Lego. Une publicité gigantesque et totalement gratuite, organisée par les fans pour les fans. La communauté travaille directement pour la marque qui n'a pas oublié d'installer dans un coin de l'expo une boutique éphémère. Business is business. C'est là que William, le blogueur influenceur, est en train de faire son petit shopping. Ça, c'est important, parce qu'en fait, les livres qui sont proposés généralement sont toujours en anglais. Il y a très peu de localisation. Et en France, on doit avoir 2 éditeurs qui font de la localisation en français pour notre marché de tous ces livres. Et c'est cool parce que ça les rend accessibles en fait à tous les gamins qui sont fans de Lego. Et de les voir ici en français, je trouve ça cool. Ça va et toi? Ça va, je suis au paradis, je suis comme toi moi là. Les Lego Star Wars, c'est aussi mon truc, je collectionne. Et t'as du collector aussi ou? Ouais. Il me manque le Dark Maul, là, le buste. Ouais. J'arrive pas à le trouver à un prix correct. Ouais. Les UCS, les collections limitées, ne sont plus vendues par Lego. Alors elles prennent de la valeur et se revendent entre fans à des prix exorbitants. Forcément, ils ont une durée de commercialisation qui est 2 ans en moyenne. Mais effectivement, dès qu'ils sont plus commercialisés par le fabricant, le seul moyen de se les procurer, c'est le marché secondaire. Et il y a toujours un marchand ou quelqu'un d'autre qui aura stocké des boîtes neuves. Et qui va spéculer. Voilà, qui va spéculer, qui va essayer de gagner un peu plus de marge sur la revente de ces produits-là en fonction de la demande. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir les rassembler donc, sur 3 ou 4 ans. Et c'était encore l'époque où on les trouvait à des prix plus abordables, quoi. Mais je sais que là, maintenant, ça serait impossible de recréer une collecte comme ça. Non, ça va être très compliqué. Je crois que la légende Lego elle repose aussi à la fois sur la persistance de la marque à travers les générations. Ça, on est d'accord. Mais elle repose, le prestige de la marque repose aussi sur les prix du marché secondaire. Aujourd'hui, quand quelqu'un regarde un produit et puis dit aujourd'hui, d'occasion, ou en tout cas pour trouver ce produit qui n'est plus commercialisé, il faudrait débourser quelques milliers d'euros. Forcément, ça participe au prestige de la marque et ça la valorise aux yeux des clients qui ensuite vont aller acheter une boîte à 20, 30, 40 ou 50 euros. Bon, écoute, merci. Allez, merci. Bon courage, à plus. Ciao. Évidemment, William consacrera quelques jours plus tard plusieurs articles sur son blog au salon Fan de Briques. Fan de Briques à Bordeaux, ça mérite le déplacement. C'est un événement qui est sur mon calendrier maintenant, j'y vais chaque année. Les exposants ont vraiment été sélectionnés pour proposer le meilleur de ce qu'on peut avoir aujourd'hui au niveau des créations à base de Lego en France. Une animation tout au long du week-end, beaucoup d'ateliers pour accueillir les enfants avec des intervenants pour s'en occuper. Donc je pense qu'il faut que toutes les expos aillent dans ce sens pour qu'on arrive à élever un peu le niveau et proposer quelque chose un réseau d'expos durant toute l'année de qualité qui permettent un peu aussi à tous ceux qui ne vivent pas forcément dans le sud-ouest, par exemple avec Fan de Briques, mais qui vivent dans d'autres régions, d'avoir accès à ce type de création. Toujours sur le même salon, un autre stand attire les foules, celui du cinéma. Le Brick Film est animé par un des réalisateurs les plus connus dans le domaine, Maxime Marion. Donc là, je vais vous faire une petite présentation d'animation en stop motion. Vous voyez comment en fait on réalise du film d'animation comme celui qui est ici. J'ai pas le temps de me demander son nom. Bon bah, tant pis. Ici, à l'expo Fan de Briques, je présente au public des films d'animation réalisés avec des Lego.
qu'on appelle des briques films, briques films, films d'animation avec des briques. Et on propose aussi des stages, des ateliers où le public peut découvrir en fait comment ces films sont réalisés, quelle technique est employée, donc l'animation, la technique de l'animation en stop motion. Alors pour vous expliquer un petit peu, on réalise un film à partir de photos. Donc c'est-à-dire qu'en fait chaque position du personnage, un personnage qui va marcher, pour chaque position du personnage qui marche, on prend une photo, puis une autre, et puis encore une autre. Et quand on met toutes ces images bout à bout et qu'on les fait défiler suffisamment vite, on va voir apparaître du mouvement. C'est le principe de l'animation stop motion. Le dessin animé, c'est le même principe, c'est de la photo, mais c'est du plat. Donc c'est-à-dire que c'est des dessins qu'on va photographier. Alors que là, on a des objets qui sont des objets en volume. Et entre autres, ici, du Lego. J'ai toujours trouvé que cette facette créative qui était propre au Lego, de pouvoir construire ce qu'on voulait, ça m'a toujours fasciné. Et du coup, je dirais que le fait de faire du film avec des Lego, c'était l'évolution logique du jeu d'enfant avec les Lego. En tant qu'adulte, je pouvais en faire autre chose. Et voilà, de la construction, ça s'est transformé en réalisation de film. On a 7 photos en tout. Quand je déclenche, on a notre petit bonhomme qui nous fait salut. Animé, étymologiquement, ça vient du latin anima. Et anima, au départ, c'est l'âme. Donc animé, ça veut dire donner une âme. Je trouve ça très intéressant parce que ce qu'on fait là, en atelier, ce qu'on est en train de présenter au public, c'est pas juste faire bouger des objets, c'est leur donner autre chose, leur donner quelque chose de plus. Comme ça, on donne vie au Lego. De la même manière que les enfants, eux, donnent vie à leurs personnages quand ils les ont entre les mains, ils y voient plus que juste des petits tas de plastique de 4 cm de haut, ils y voient autre chose. Et avec le brick film, on va donner vie d'une manière un peu différente, mais on va donner vie aussi à ces personnages-là sur les écrans. Et le phénomène se développe à vitesse grand V. De nombreux fans réalisent dans leur coin leurs propres films. C'est le cas de Jérôme, 40 ans, papa de 2 grands ados, et qui s'est lancé dans cette aventure. Voilà le premier film que j'ai fait. J'ai dû le faire en 2 jours. Avec un petit compact, tout simple. Vous allez voir 5 photos par seconde. En fait, là, moi, je voulais me faire plaisir étant quelqu'un qui fait du surf. Donc, je voulais me faire plaisir de me dire, on va s'amuser à reproduire une séquence de surf en briques avec le jeu de l'animation. Totalement autodidacte, Jérôme a vu au travers des briques de ses enfants le moyen idéal de laisser sa créativité s'exprimer. Ce qui m'a plu, en fait, c'est que tu peux réaliser un film à partir de personnages qu'une marque propose et derrière, ne pas être dépendant d'un budget, de réaliser un vrai film. Et puis en même temps, il y a un côté un petit peu rêve de l'animation. Parce que dans l'immobilité de tes photos, quand tu y vois après cette mouvance, ces mouvements, cette fluidité, tu crées un petit miracle et t'en es pas peu fier. Et ça, c'est très très agréable de réaliser ça et tu te prends au jeu. En moins de 4 ans, il a déjà réalisé plus de 20 films et a réussi à se constituer une collection de briques à faire pâlir de jalousie n'importe quel fan. Toutes ces boîtes ne servent qu'à une seule chose, réaliser un film. En fait, il y a 2 secteurs. Il y a le secteur que j'ai récupéré de mes garçons, puisque finalement, ils ont grandi et j'ai récupéré leurs briques. Et puis, comme j'ai mis un peu le doigt dans la passion de l'animation, derrière, j'en achète aussi. Pour moi, c'est un outil de travail. Et puis derrière, une véritable décence de création. J'ai facilement 6 ou 7 thèmes différents. Je vais avoir Halloween, je vais avoir la mer, je vais avoir Noël. J'ai pas mal d'univers. Et puis en plus, des fois, j'ai mis ma petite touche perso. Dans chaque boîte, il a classé, rangé des briques et des décors qui lui serviront pour ses prochains films. Et comme il n'avait plus la place dans son bureau, il a carrément investi tout le salon pour installer le décor de sa nouvelle super production. Une ville de plus de 2 mètres de long, qu'il a mis 6 jours à construire. L'animation, en fait, c'est un travail qui demande beaucoup de patience.
Mais c'est un peu le jeu, en fait. En gros, moi, je tourne à peu près à 12 images par seconde. Maintenant, quand vous voyez un de mes films, 1 seconde de ce que vous regardez, c'est 1 heure de mon travail. Dans un brick film, ce qui est très très difficile, c'est à chaque fois de réussir ces séquences d'animation, parce qu'il y a toujours un petit reflet ici, un détail. Quand je m'appuie sur la table là, mine de rien, ça peut quand même influer sur mon appareil photo qui est posé. Et du coup, quand on va regarder l'image, il va y avoir des sensations des fois de mouvements qui sont involontaires, mais ça peut vous gâcher une séquence. Des petites briques pour jouer, que l'on soit petit ou grand, pour apprendre. Mais le problème avec ces petites briques de couleur, c'est qu'on en devient rapidement accro. Comme Gilles, 43 ans, qui vit près de Toulouse avec ses 2 enfants, Timéo et Louison. Les mêmes, oui. Coucou. On a reçu un nouveau set. Vous voulez qu'on rassemble? C'est un modular? Ouais, un nouveau modular. Je connais pas. Regardez. Alors bon, il est en toit. Waouh, on va le monter, ça va Voilà. être cool. Un grand magasin. Ah ouais, cool. Une passion familiale, mais extrêmement coûteuse. Alors Gilles a trouvé une alternative. Il achète des boîtes d'occasion sur Internet à des particuliers. Comme ce grand magasin qu'il a reçu ce matin même. Timéo, tu fais quoi? Tu as du blanc? Tu sais parler? Tu sais pas? Le gris clair. C'est le gris clair, on va remettre. Et les blancs, on les met où? Les blancs, tiens, voilà une pochette de blanc. Ouais. Voilà. Ici, tout ce qui est beige et dark grey, ça sera ici. Ça, on l'a trouvé via un site de vente entre particuliers. C'est une personne à qui j'ai d'abord acheté un premier set, qui m'a recontacté pour me proposer un deuxième. Donc comme le premier était très très correct, il était quasiment complet pour de l'occasion. Parce que ce qu'il faut comprendre quand on achète des sets d'occasion, certes, ils sont moins chers, mais vous voyez... Il y a 3000 pièces. Il y a à peu près, c'est impossible que ça soit complet. C'est jamais complet. Il manque toujours quelques pièces. C'est tout à fait normal. Si quelqu'un est puriste, il veut à tout prix avoir un Lego complet, dans ces cas-là, il faut acheter une boîte scellée, neuve, qui n'a jamais été ouverte. Dès qu'une boîte Lego est ouverte, elle perd de la valeur parce qu'on n'a plus la certitude que le Lego sera complet. Moi, je vais prendre tout ce qui est transparent. Les fenêtres également, c'est ici, tout ce qui est fenêtres. Donc la première phase, ça va être de faire le tri de toutes les pièces. Ensuite, Lego fait bien les choses, c'est-à-dire qu'à la fin du livret, du 3e livret, vous allez avoir toutes les pièces de répertorié. Ici. Donc ce qui fait qu'avant même d'avoir commencé le montage, on va vérifier et si jamais il manque certaines pièces, on va les commander. Parce que ça ne sert à rien d'attaquer un montage si c'est pour au bout d'une certaine séquence se retrouver bloqué. Après, j'ai également du stock de pièces détachées. Donc dans ce cas-là, il m'arrive parfois de remplacer par une pièce similaire. Si je n'ai pas forcément la bonne couleur, si ça ne se voit pas trop, si ça n'altère pas trop le set, je vais remplacer par une pièce de la même taille, mais peut-être d'une couleur différente. C'est mieux de d'abord passer par le tri et d'après monter quand on a tout fait, que de directement s'attaquer au montage alors qu'on n'a fait aucun tri parce que c'est impossible et c'est agaçant. Mais en plus, ça prend plus de temps quand il y a des pièces qui sont pas démontées comme ça, là. Les drapeaux, c'est... Après, ce qui est ça bien va avec... vite, mais il y a des pièces qui vont moins vite. Sur tous les 3, il nous faudra 3 heures pour avoir juste fait le tri par poche. Ensuite, il faudra rajouter à peu près 2 heures pour chaque poche de couleur redispatcher par type de pièce. Donc là, en gros, on commencera le montage dans 5 à 6 heures. 6 heures de tri, avant de partir à la recherche des pièces manquantes, de les commander, de refaire un tri. Bref, une bonne dizaine d'heures de préparation avant même de se lancer dans les 48 heures de travail nécessaires pour venir à bout d'un tel modèle.
Le marché du Lego d'occasion fait économiser de l'argent, mais n'en est pas moins coûteux en temps. Là, on est sur un set que j'ai acheté à peu près une centaine d'euros. Et en général, celui-ci en neuf, il coûtait quand même 250 euros. Donc à 100 euros, vous voyez, certes, il y a du travail, mais le jeu en vaut la chandelle. Pour nous qui sommes passionnés, ça nous coûte pas en temps. Il me faudrait peut-être une autre main, s'il te plaît. Oui. Tiens, ben rouvre. Attaque une deuxième de grès. Non, de gris clair. Du gris clair, pardon. Ce qui est bien avec les Lego, c'est que comme on est concentré, ça nous, on est concentré que sur ça, puis du coup ça détend, parce qu'on oublie le reste. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'adultes qui prennent plaisir à faire du Lego, parce que justement, nos univers sont de plus en plus morcelés. Et avoir un moment à soi où on refait quelque chose de cohérent, ça fait un bien fou. Tout disparaît, Oui. mais c'est que du blanc. Tiens, c'est du blanc. Pour compléter ses boîtes, Gilles a aussi un autre bon plan. Outre le web, il se rend régulièrement sur des vides-greniers à la recherche des pièces qui pourraient lui permettre de finir ses constructions. Alors, ce qui va attirer l'œil de loin toujours, c'est la marque, Lego. Là, on est sur du Lego Duplo, donc la classe d'âge est beaucoup plus... Et la taille des briques, ça n'a absolument rien à voir. On n'est pas du tout sur le même calibre. Lorsque vous allez faire des créations en Lego avec des petites briques, là, ça va pas s'abriquer. Donc là, cette boîte-là, ce n'est vraiment pas ce que je recherche. Le vide-grenier a ceci comme avantage qu'on est vraiment dans la proximité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir discuter avec la personne qui vend, créer un échange. Ça permet également de marchander en direct. On explique le pourquoi du comment, si les pièces sont en bon état ou en mauvais état. L'autre avantage, c'est quand même également qu'on peut vraiment faire de bonnes affaires, trouver des personnes qui font vraiment du vide, les enfants ont grandi. La cible particulière sur les vides-greniers, on va chercher de l'adolescent qui rentre dans ce qu'on appelle le dark age, c'est-à-dire qu'il se débarrasse de ses Lego pour passer à autre chose. Et c'est là où on peut faire vraiment de bonnes affaires sur du Lego en vide-grenier. Si les vides-greniers représentent clairement une bonne solution pour se constituer à moindre coût une petite collection, il y a des pièges à éviter. La première chose qu'on regarde, on essaye de reconnaître d'où ça vient. Alors ça, par exemple, c'est pas du Lego. Ça, c'est la même chose, vous voyez. Vous voyez les deux pièces de Megablock, et voici une pièce de Lego. Ah non, on va essayer de retrouver une pièce de Lego. Voilà, vous allez voir au premier coup d'œil que Lego, en fait, vous avez marqué Lego sur chaque rond. Voilà. Alors que Megablock, ici, on n'a rien. Mais après, esthétiquement, voilà. Alors il faut savoir que ça ne vaut strictement rien. C'est-à-dire, vraiment, nous, les puristes n'utilisent que du Lego. On peut l'utiliser pour faire du remplissage. Toujours pareil, ce que je vous dis, ce qu'on appelle les pièces masquées. Ça, chez les mosseurs, ceux qui font du mox, c'est acceptable. Voilà. Ah non, moi je recherche que du Lego. Du vrac de Lego, c'est aux alentours de 10 € le kilo. Ça peut monter plus en fonction de s'il est récent, s'il y a des figurines, des choses comme ça. Là, ça, pour moi, c'est une valeur d'entre 5 et 10 €. Voilà. Mais je ne ferai pas d'offre sur ce lot-là parce que j'en ai déjà des kilos et des kilos. Ça, c'est pas quelque chose qui me motive pour le matin. Mais après, ça va se vendre sans problème. Marques concurrentes, mais aussi copies ou contrefaçons, sur le marché de la deuxième main, il faut parfois se méfier. Bonjour, pardon, je regarde juste ça. Alors, ici, on est également en présence de copies de Lego. Vous voyez ? Donc là, toujours pareil, il n'y a aucune marque. Les figurines, les pieds sont arrondis. On est sur quelque chose de très 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 basique. La qualité du plastique, tout, il n'y a pas de place pour le doute, aucun. Donc là, on est sur de la copie chinoise classique. Après, ça reste un jouet. Il y a quand même une notice de montage. Voilà, le prix de vente est tout à fait honnête. Il n'y a pas de souci. Pourquoi on collectionne Lego ? Parce que Lego est une marque déposée. Donc vous allez vraiment pouvoir avoir la cote et connaître la valeur aussi bien d'un set, d'une figurine. Ça, c'est pas coté. Donc ça, c'est juste la valeur du jouet. Aujourd'hui, Gilles rentrera finalement bredouille.
Mais il va continuer sur les vide-greniers, comme sur Internet, à chasser les bonnes affaires. Retour à Paris, au sein de l'agence Épicure, une boîte de communication qui, au premier regard, n'a rien de particulier. Sauf qu'ici, la petite brique est reine. Oui, Sophie, c'est Eric à l'appareil. Dites-moi, pour Mercialis, là, vous savez, la maquette qu'on doit faire en Lego concernant la vitrine, celle qui nous manque, il y avait le centre commercial qu'on n'a pas. On le remplace par quoi, alors, du coup? Depuis 2014, Éric Jousse propose en effet aux villes de communiquer sur leur patrimoine en reproduisant leurs monuments en petites briques de couleur. Et il est extrêmement sollicité. Je vois que les villes ont toujours besoin de parler d'elles, de créer de l'attractivité autour de leur commerce, mais aussi autour de l'aspect touristique. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pas un levier culturel ? Certes, on garde toujours cette notion du jouet, parce que ces expositions-là sont là pour, entre guillemets, parler de l'histoire. Alors c'est une histoire autant industrielle, économique, sociale. Il y a un seul écueil qu'on évitera, c'est la guerre, pour des raisons de déontologie par rapport à la marque. Mais par rapport au reste, on essaie de raconter autant l'histoire culturelle ou architecturale d'une ville. Et ça a toujours de l'intérêt puisque ça touche toutes les générations. Quelque part, la marque, elle, se suffit elle-même tout à l'heure au niveau de son succès parce que elle a c'est quand même l'un des premiers groupes mondiaux c'est le premier groupe mondial de jouets sur le marché. Donc du coup, le fait de revoir des choses qu'on a l'habitude de voir en vrai, le fait de voir en Lego, ça suscite de l'émerveillement, de l'intéressement, des interrogations. Et après, on vient avec de l'originalité puisque on crée des choses spécifiques liées à leur patrimoine. Éric a déjà 6 expositions à son actif et son carnet de commandes est plein jusqu'à la fin de l'année. Et l'artisan de ce succès, c'est lui, Régis, le designer de ces maquettes monumentales. Donc c'est normal que ça arrive tout le temps des fois. Il y a une époque même, j'appelais un collègue des fois, j'ai partout sur le bureau. Je sais exactement ce qu'il me faut là, donc il faut juste que je trouve le petit sachet. Aujourd'hui, il construit la maquette de la nouvelle fontaine de la ville de Châteauroux qui sera inaugurée dans quelques jours. Donc elle est à l'image de Napoléon, avec une sculpture de Napoléon et son cheval dans une plaque métallique verticale. Donc là, j'ai commencé à la construire. Donc là, on voit notamment le bicorne de Napoléon et son cheval. Pour avancer plus rapidement, il utilise un logiciel 3D spécialement conçu à cet effet. C'est un logiciel de 3D Lego sur lequel je conçois mes modèles pour voir comment toutes les pièces vont s'agencer, comment est-ce que moi je peux les designer le modèle. Et ensuite, donc il n'y a rien qui est automatique, faut tout faire soi-même, faut tout designer soi-même. Et ensuite, une fois que le design me plaît sur le logiciel, je commande les pièces et je construis conformément à la modélisation que j'ai établie auparavant. Donc ouais, des fois ça prend du temps, faut que j'arrive à caler le truc correctement. J'ai pas envie de prendre les pièces une par une. Pour réaliser cette construction de 9000 pièces, Régis aura besoin de 2 jours, un travail phénoménal. Mais la fontaine n'est pas la seule œuvre de l'exposition. Au total, 30 modèles représentant plus de 100 000 pièces lui auront demandé une centaine d'heures de construction. Ici, c'est le musée Bertrand, bâtiment emblématique de la vieille ville de Châteauroux qui est représenté. Donc là, c'est les photos qui m'ont servi à reproduire le musée de Bertrand. Je me suis rendu sur place, j'ai pris autant de photos que possible. Et ensuite, sur l'ordinateur, on fait des tests, on essaie jusqu'à reproduire tous les petits détails autant que possible pour avoir... Voilà, donc là, on voit le petit renfoncement avec les petites fenêtres. Avec les œuvres là, c'est vraiment le but, c'est de raconter l'histoire autrement. Et notamment d'intéresser les plus jeunes générations avec une façon ludique de raconter l'histoire. Lego permet ça. Vous mettez une maquette comme ça en carton-plume, le gamin, ça va pas forcément l'intéresser. Vous le mettez en Lego, tout de suite, on a capté son attention. Bâtiment, portrait, Régis sait tout faire. Même si à la base, sa véritable passion, c'est plutôt Star Wars. Épicure Studio recherchait un designer-constructeur pour faire les œuvres Lego en interne. Et donc j'ai postulé
j'ai été pris pour réaliser toutes leurs œuvres. Je sais comment designer un modèle, je suis avec mon book personnel. Donc les modèles que j'ai faits, il y a ces deux-là, puis il y en a une vingtaine d'autres. Donc essentiellement du Star Wars. J'ai tout appris de façon autodidacte sur le tas, moi avec sur mon bureau, mes petites pièces. Alors malheureusement aujourd'hui, quand je rentre, je suis sevré de Lego, donc depuis 1 an et demi, je donne toute ma créativité au boulot. Dans 3 jours seulement, l'exposition ouvrira ses portes. Alors pas question de chômer, tout doit être fin prêt. Ça y est, c'est le grand jour. Châteauroux est aux couleurs du Premier Empire et de sa figure locale, le général Bertrand, le fameux second de Napoléon. L'exposition Histoire en briques doit débuter aujourd'hui. Et c'est dans cette église que l'ensemble des œuvres vont être exposées. Pas de précipitation, on fait les choses bien. On repose. L'ouverture est prévue dans moins d'1 heure et Éric Jousse soigne les derniers détails. Je tiens, moi. Voilà. Au total, pour installer la trentaine d'œuvres de l'exposition, il aura fallu plus de 2 jours de travail. Chaque création représente des scénettes de la vie de Napoléon et de l'histoire de Châteauroux. Rien ne manque, pas même le fameux bicorne de l'empereur. Le but quand même de ces expositions d'histoire en briques, c'est vraiment de promouvoir la ville, de son patrimoine, de son histoire, et rester attractive, créer de la notoriété, tant sur un point de vue touristique que sur un point de vue culturel, éducatif. C'est vraiment le but de l'exposition. Les briques Lego sont attractives en tant que telles pour les plus jeunes et même maintenant pour leurs aînés. Donc automatiquement, c'est un bon moyen de véhiculer les messages de la ville à travers cette exposition. D'où l'attractivité de cette exposition pour le grand public, autant enfants, parents et grands-parents. Sur place, un atelier de construction pour les enfants est évidemment à disposition. Sans oublier une boutique. C'est à la fois je vois, je touche et puis à la fin je joue avec mes propres Lego en achetant une boîte Lego. Bon après ça reste entre guillemets très anecdotique. Je préfère me concentrer sur ce qu'on veut faire passer comme message au travers de l'exposition. Ensuite les ateliers et évidemment si ça peut vendre quelques produits, tant mieux. Il faut savoir que la marque a un réseau incroyable de revendeurs. Donc on est là pour continuer l'expérience, entre guillemets. Mais c'est pas trop grave si on ne vend pas. Voilà. Roulement de tambour, l'inauguration peut commencer. En présence du maire de la ville. Et de Napoléon, bien sûr. Bonjour monsieur le maire. Vous allez bien? Très bien et vous? Bienvenue chez vous. Ouais, merci. Ça y est, tout est prêt, tout est calé. Il n'y a plus que les visiteurs. Et puis comme l'empereur est là, il va faire venir beaucoup de monde. Oui, oui. Hein? Oui. Allez, on va commencer par un objet fabuleux qui va être inauguré cet après-midi. C'est ça. Donc ça va être pour la place Napoléon. La fontaine, je ne vais pas dire trop parce qu'on risquerait peut-être de dévoiler trop de secrets pour cet après-midi. Mais ça ne nous empêche pas de parler du musée Bertrand, voilà, qu'on a réalisé dans une taille qui s'appelle microscale, voilà, qui reprend le plus grand bâtiment, la plus grande partie du bâtiment intéressant avec la terrasse. Là où est né et mort pour faire l'arrière du musée hôtel. Donc après on arrive sur des pièces un peu maîtresses. C'est le bureau un bureau de notable, enfin de clerc de notable, et qui est fait complètement en Lego de A à Z. Il n'y a aucune armature métallique pour le soutenir. Le code civil est ici présent. On a ouvert la page sur 2 articles. Alors je ne sais même pas quels sont les articles, mais on en a fait différents. Ça doit toucher les actions par une dette de jeu, les dettes de jeu, le paiement d'une part, les jeux propres à exercer les faits d'armes. C'est sur les duels et les choses comme ça. Voilà, chose qui n'existe plus maintenant. Hein. En moins d'1 mois, ce sont près de 15 000 visiteurs qui se rendront sur place. Un véritable succès. Malgré les 60 000 € investis par la ville de Châteauroux, l'opération est extrêmement rentable car la municipalité pourra conserver les œuvres et continuer ainsi à attirer les visiteurs. C'est beau là, avec des soldats et des visiteurs de tout âge. L'empereur peut être satisfait, il voit ses troupes voilà. Oui. Ça fait du bien ça quand même, non? Ouais. La journée se termine finalement par l'inauguration de la fameuse fontaine. Les petites briques ont enfin cédé la place au fer forgé.
Pour des opérations de communication, pour jouer, pour faire des films, petits et grands vont donc encore longtemps utiliser ces petites briques. Chamboulé par l'arrivée de nouveaux jouets, de nouveaux concurrents, Lego, en misant sur ses fans de la première heure, a su se réinventer et surtout communiquer différemment, en se rapprochant des utilisateurs et en leur donnant l'impression de les impliquer réellement dans le développement de la firme. Opération marketing ou réelle nouvelle orientation? En tout cas, l'avenir de la marque et ses différentes licences s'annonce radieux. Bienvenue Christophe, merci d'être venu nous voir. Alors, dans le documentaire, on entend votre prénom, mais on ne vous voit pas. Oui. C'est vous qui organisez ce gros événement à Bordeaux qui réunit les fans et les collectionneurs de la petite brique danoise. Mais ce n'est pas votre métier. Dans la vie, vous êtes pompier. Le public va comprendre un peu plus tard dans l'interview pourquoi c'est important de le préciser. Et donc, vous avez 40 ans et votre passion a le même âge que vous, en fait. C'est ça, oui, effectivement. Ça a commencé quand ? Depuis le début, tout petit, mes parents m'ont gâté énormément, m'offraient beaucoup de jouets quand j'étais tout petit, donc j'ai de suite accroché. Et je suis retombé dedans en 2004, en aidant mon papa à ranger le grenier, et j'ai retrouvé tous mes jouets d'enfance, donc c'est reparti de plus belle. Et alors tout à l'heure, je le disais, vous êtes pompier, et quand vous avez retrouvé vos Legos, c'est là où vous êtes aperçu que déjà enfant, vous aviez pas mal de Lego pompiers, en fait. Oui, alors pour la petite histoire, mon papa était pompier aussi, donc effectivement, même sans le vouloir, inconsciemment, il m'offrait beaucoup de modèles pompiers. Et je me suis dit, tiens, vu que c'est mon métier, on va essayer de collectionner tout ce qu'a fait la marque dans le thème des pompiers. Et donc j'ai accumulé quasiment tous les modèles depuis la création. Il me manque les modèles en bois qui sont très recherchés. Ouais. Mais voilà, donc c'est près de 20 mètres carrés maintenant d'exposition sur le thème des sapeurs-pompiers. Et c'est vrai que votre collection, c'est l'une des plus grandes collections de petites briquettes danoises pompiers dans le monde ? Dans le monde, je pense être peut-être dans le top 10, on va rester humble. En France, sûrement, oui. Ouais. Maintenant, d'autres collectionneurs pompiers aussi de métier se sont mis à collectionner les modèles pompiers et prennent un petit peu la relève. Donc je suis en train justement de remiser un peu ma collection et de passer sur une autre thématique pour qu'eux aussi puissent avoir leur place et présenter à leur tour leur collection. Et il y a beaucoup de collectionneurs qui ont chacun leur spécialité, on va dire ? Oui, on en retrouve. Il y en a qui restent généralistes, ils collectionnent tout ce qu'a fait la marque, il leur faut toutes les boîtes. Et après, certains se spécialisent, soit dans les gammes techniques, les gammes Friends, les gammes Ville, du Moyen-Âge. Voilà. Donc on retrouve chacun un petit peu. C'est un peu une part d'histoire et d'enfance qui retrouve. Oui, c'est ça. C'est le but. Et alors vous aussi, ce que vous savez faire, c'est détourner ces briques-là. Ça part d'un modèle et puis après, comment on fait ça en fait ? Comment vous procédez ? Vous faites des dessins, vous imaginez dans votre... Ouais. Comment ça se passe ? Alors ça se passe beaucoup, effectivement, c'est dans la tête et déjà on s'invente une histoire. C'est le principe de base du jouet et on va essayer de créer un modèle. Alors certains font du dessin, d'autres réalisent directement sur ordinateur avec des logiciels. La marque a mis gracieusement un logiciel gratuit. Ouais. Donc ça permet déjà de construire un modèle et de voir s'il est réalisable. Parce que quand on commence à avoir du stock, que tout est trié à la maison, autant vous dire que ça devient compliqué de tout ressortir juste pour un petit modèle. Vaut mieux tester virtuellement avant de s'y lancer. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils disent vos collègues pompiers de votre collection ? Est-ce que vous en parlez ? Oui, après forcément au début c'était un peu pas l'objet de raillerie, mais ça faisait un peu comme un film Dîner de cons, il faut être honnête. Au début, il regardait un peu de loin, puis bizarrement, à l'approche de Noël, il venait me voir. Hey, Christophe, un petit conseil pour mon enfant ou pour ma fille, qu'est-ce que tu achèterais comme boîte ? Voilà. Et donc maintenant, c'est connu, et j'ai même exposé, dans le cadre de mon métier, ma collection pompier. Donc c'est quelque chose qui est connu, qui est assumé et qui est même reconnu. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une grosse compétition entre Lego et Playmobil ? Alors, on ne va pas se mentir, forcément, comme tout collectionneur, comme tout passionné, on a tendance à défendre un petit peu sa marque ou vouloir la mettre en avant. Mais je pense qu'il faut faire la complémentarité. Le week-end dernier, j'étais sur une exposition où les deux marques étaient mélangées. Ça s'est superbement bien passé. Et il y a deux approches différentes. Ce que j'aime à dire, c'est que Lego, on va construire l'objet de l'histoire
alors que Playmobil, on va construire l'histoire de l'objet. Donc ce sont deux démarches qui sont complémentaires et il ne faut surtout pas qu'il y ait de lutte. Chacun y trouve son plaisir et son bonheur, quelle que soit la marque. Ça vous prend combien d'heures par semaine tout ça? Des fois beaucoup trop. C'est-à-dire? C'est-à-dire, alors, c'est comme toute passion, ça déborde à un moment donné sur la vie de famille, donc il faut partager un petit peu tout ça. Après, forcément, quand on prépare une exposition, qu'on doit faire une création en particulier, ça demande énormément de temps. Donc effectivement, pas tout le temps libre, mais presque va y passer, et donc c'est vrai qu'au début, on passe beaucoup de temps et des fois beaucoup trop. Donc du coup, j'ai lu que vous étiez en train de préparer une nouvelle maison. Il va y avoir la pièce destinée à la petite brique danoise. Donc ça va, ça pose pas de problème conjugaux. Non, c'est ça. Non. De toute façon, c'était obligatoire sur les plans pour la faire, oui. Ouais. C'est une passion qui coûte cher? C'est une passion qui peut coûter cher. C'est comme toute passion, au début, c'est compliqué. On va s'y jeter à corps perdu et on dépense. Je connais des gens qui se sont endettés, effectivement. Après, soit on réussit à passer le cap, soit on arrive à se limiter d'entrée, mais forcément ça a un coût, on le sait tous, il suffit d'aller dans n'importe quel magasin et on voit bien les prix. Mais après, voilà, quand vous avez des passionnés de collectionneurs de timbres, collectionneurs de voitures, toute passion a forcément un coût. Après, c'est à soi de faire s'imposer des limites aussi. Alors votre femme, elle est collectionneuse aussi. Elle était collectionneuse avant de vous connaître ou c'est vous? Non, c'est moi qui ai amené, effectivement. Et c'est vrai que vous lui avez fait votre demande en mariage avec des petites briques? C'est ça. J'ai poussé le vice à débarquer sur un repas de famille, à présenter à mon futur beau-papa donc le parvis d'une église avec la haie d'honneur, les pompiers, les mariés, et oui. Oui, et ça a fonctionné. Il a dit oui. Il a dit oui. Il n'a pas compris de suite, lui. C'est belle maman qui a de suite compris et a versé sa petite larme. Et elle aussi, elle a dit oui. Alors il y a des fans qui sont rémunérés par la marque danoise. Vous ne l'êtes pas, vous avez refusé. Alors, j'ai pas eu cette proposition-là. Effectivement, il y a des fans qui sont, entre guillemets, rémunérés par la création de certains modèles via le site Lego Ideas. Donc ça sous-entend quand même de proposer un modèle. Moi, j'ai pas voulu rentrer dans cette démarche-là, déjà parce que je trouve que d'autres ont plus de talent que moi pour proposer des modèles. Et ça, on est tous pareils. Oui, puis peut-être un peu de réalité aussi. Moi, je suis plutôt un collectionneur amasseur. Donc je collectionne des modèles que Lego a déjà produits. Je fais quelques créations personnelles aussi, ce qu'on appelle des MOC, mon œuvre créative. Mais voilà, mais j'avais pas cette envie-là. Je voulais rester vraiment indépendant. Et ce salon fan de briques alors, ça fait 5 ans maintenant que ça existe. Vous allez continuer? Alors, parce que c'est un très gros travail. Hein, je répète, c'est quand même pas le métier de Christophe d'être organisateur de salon. C'est ça. Donc effectivement, c'est là que beaucoup de gens vont être peut-être déçus. Le salon, tel que les gens le connaissent, ne sera pas renouvelé cette année. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on va tout arrêter. Au contraire, on veut repartir sur des choses plus petites, mais qui soient plus familiales. On veut faire des choses qui vont être ouvertes à plus de gens et tendre vers de l'entrée gratuite et pas être sur quelque chose qui est trop commercial. Voilà, on va faire des animations à droite, à gauche. Le but, on reviendra sûrement, on refera sûrement une édition anniversaire, on ne se l'interdit pas. Mais on veut revenir sur quelque chose d'associatif et de plus familial, où on puisse prendre le temps, presque avec tous nos visiteurs, chose que je ne peux pas faire et que je n'ai pas pu faire sur Fan de Briques et ça me manque. Revenir à la passion. Oui, c'est ça, le partage. Le partage, vraiment partager avec tout le monde, prendre le temps. Et ben c'est formidable. Merci beaucoup Christophe d'être venu avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur France 4.